Merci beaucoup, Romain. Effectivement, la réponse à la question qui a été posée est dans le titre, c'est-à-dire comment faire en sorte que la réhabilitation psychosociale soit proposée à tous en France. C'est évidemment de la mettre au cœur du secteur de psychiatrie générale, puisque les moyens, l'offre de soins est là. Alors, on va considérer 3 défis pour pouvoir aboutir à ce résultat. Le premier défi, c'est la prise en compte de la santé mentale dans sa globalité. Si on se contente de vouloir réduire les symptômes, vous voyez en bas à droite le rond absence de souffrance mentale, on laisse de côté la plupart des dimensions, des déterminants de la santé mentale des personnes. Elles ont été citées par le professeur Roland à l'instant. Elles sont de nouveau mentionnées ici. Je n'ai pas oublié l'absence de consommation de toxiques, autant que faire se peut, ou de comportements pathologiques, les comportements, quels qu'ils soient, qui envahissent toute la vie de la personne au détriment du reste. Mais vous voyez, la vie sociale épanouie, le sentiment d'utilité, la vie sociale riche, etc., etc., sont très importants. Ça veut dire que très concrètement, les soins qu'on déploie dans le secteur de réhabilitation, dans le secteur de psychiatrie générale, pardon, pas seulement dans les structures de réhabilitation psychosociale, doivent prendre en compte les objectifs propres des personnes. Ils ne doivent pas se centrer sur la maladie, sur les symptômes. Ça, c'est absolument essentiel, mais c'est quand même pas ce qui est fait pour l'instant. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Deuxième défi, se centrer évidemment sur le rétablissement, sur toutes les dimensions du rétablissement. C'est un petit peu le même message qu'auparavant. C'est pas seulement le rétablissement clinique, c'est pas seulement la recherche de la rémission symptomatique, mais c'est surtout la recherche du rétablissement fonctionnel, c'est-à-dire être capable d'affronter les défis du quotidien, être capable de réussir ses projets pour pouvoir favoriser le rétablissement personnel. Le rétablissement personnel, il est défini uniquement par les personnes concernées. C'est ce qui va leur permettre d'avoir une vie satisfaisante, pleine et entière. Chacun pourra dire ce qui lui convient. Pour certains, ça va être de vivre dans une forêt, de voir personne. Pour d'autres, ça va être de travailler. 80% des personnes, on l'a vu dans toutes les présentations de ce matin, dans tous les pays du monde. Et pour d'autres, ce sera encore autre chose, des objectifs très ambitieux ou des objectifs moins ambitieux. En tout cas, la chose la plus importante, c'est de prioriser la recherche du rétablissement fonctionnel en ne s'appuyant pas seulement sur le rétablissement clinique, la diminution des symptômes, mais en considérant le rétablissement social, accès à l'emploi, le logement, l'indépendance, etc. Et pour ce faire, s'appuyer sur le rétablissement fonctionnel, c'est-à-dire la capacité à gérer les situations d'interaction, les situations pratiques qui permettent de réussir sa vie selon ses propres critères, encore une fois. Donc ça veut dire mettre la personne concernée au centre des réflexions, ne pas être normatif, ça n'est pas le clinicien quel qu'il soit qui peut décider ce qui est bon pour la personne, ça veut dire renoncer à ces prérogatives paternalistes qui définissaient notre action auparavant et qui sont encore très présentes. Troisième défi, pour faire tout ça, évidemment, il faut changer l'offre de soins. Le secteur de psychiatrie générale n'est ni lisible ni accessible. L'offre de soins psychiatriques en France, en général, n'est ni lisible ni accessible. Donc c'est la proposition de créer, par exemple, des structures qui sont des plateformes d'accueil et d'orientation, ce qu'on appelle les centres d'accueil, d'évaluation et d'orientation, qui ont été créés à Lyon au printemps 2020, qui ont été créés à Ajaccio en décembre 2023 et qu'il faudrait mettre dans toute la France parce que ça veut dire que les gens savent où aller. Il y a un numéro de téléphone, un lieu physique, une secrétaire qui répond tous les jours de la semaine et qui trouve une solution. Et plus les gens accèdent rapidement à ces structures-là, moins ils passent aux urgences. Nous sommes en train de le montrer avec des modèles mathématiques sur l'offre de soins, les parcours de soins du Vinatier. Personnaliser les soins, c'est la seule manière de prendre en compte les objectifs personnels, évidemment. Supprimer les pratiques traumatisantes, ça veut dire réduire autant que faire se peut la contrainte. Pour réduire la contrainte, il faut déjà réduire l'hospitalisation, puisque plus une personne est hospitalisée sans son consentement, plus elle va être contrariée, plus elle va s'énerver, plus elle va subir l'isolement et la contention. La seule manière, c'est d'avoir, par exemple, des équipes mobiles partout pour pouvoir avoir une alternative à l'hospitalisation. Ensuite, c'est renforcer les capacités des personnes avec les outils de soins de la réhabilitation psychosociale, enfin d'évaluation et de soins de la réhabilitation psychosociale qu'il faut intégrer dans les dispositifs de secteur. Par exemple, tous les CATTP de France devraient être des CATTP de réhabilitation psychosociale. Il n'y a pas de raison de faire le reste. La plupart des autres choses qui sont faites sur les CATTP ou certains hôpitaux de jour peuvent très bien être faites dans le médico-social ou dans les associations, par exemple les GEM, les clubhouse, etc., etc. Et pour incarner le rétablissement, il faut des pères aidants partout qui vont pouvoir vraiment servir d'exemple en termes de rétablissement, non seulement aux personnes concernées par les troubles, mais aussi aux équipes, qui vont donc changer la perspective des équipes. Et ce savoir expérientiel, il faut le mettre dans tous les dispositifs. Il n'y a pas d'unité de soins sans père aidant, à mon sens, et il n'y a pas de psychoéducation sans père aidant, ça n'a pas de sens. Alors au début, on a essayé de s'appuyer sur la création de centres de recours, on a défini toute une politique de santé avec une réglementation, vous avez une instruction des GES qui est affichée là,
À partir de la fin des années 2000, on a créé plus de 130 centres de réhabilitation psychosociale, donc qui sont des centres de recours, avec une couverture territoriale satisfaisante. Donc toute personne en France, continentale, en Corse, outre-mer, peut accéder, en théorie, à de la réhabilitation psychosociale. Mais vous avez vu tout à l'heure avec les résultats de Réabas qu'en fait, ils y accèdent beaucoup trop tard, simplement parce que l'offre est quantitativement insuffisante. Donc il faut arrêter de recréer des structures de recours en parallèle, ça ne sert à rien, ça fait juste des attentes. Et parce qu'en fait, on dépossède le secteur de ses prérogatives, on le rend incertain de ses diagnostics, on le rend incertain de ses traitements, on le pousse à solliciter des structures de recours qui elles-mêmes mettent en compétition tout un tas de diagnostics, puisque tout est dimensionnel, et finalement, ça fait un cercle vicieux qui aboutit à une mauvaise qualité des soins en France. Donc il faut renforcer le secteur, le faire monter en compétences et introduire tout ce qu'il faut pour diagnostiquer et soigner correctement, dont la réhabilitation psychosociale. Donc comment conduire ce changement? Il faut le conduire autour de valeurs communes. La seule valeur commune qui peut nous permettre de regarder en avant, c'est la recherche du rétablissement. La recherche du rétablissement, ça veut dire laisser les personnes définir ce qui leur va, laisser les personnes choisir ou pas de s'investir dans un traitement, sauf danger évidemment pour elles ou pour les autres, mais dans la plupart des cas, il n'y en a pas et elles peuvent choisir de recourir à ceci ou cela, et surtout qu'elles puissent prioriser les traitements, médicamenteux ou non médicamenteux, qui leur permettent d'avoir une vie satisfaisante. C'est la seule solution. Et ça veut dire être vraiment très à l'écoute des personnes, avec la formation nécessaire et l'engagement nécessaire des professionnels, avec les outils nécessaires, par exemple le plan de suivi individualisé pour tous, qui met en perspective les difficultés des personnes, les outils de réhabilitation psychosociale et les objectifs de vie, les directives anticipées en psychiatrie pour tous, la pérédance pour tous, etc., pour permettre aux gens qu'on accompagne de se reconstruire en tant que personne. Donc faire ça, ça change tout. Ça change la nature des soins, ça change la relation entre le professionnel de santé mentale, pas seulement le médecin, le professionnel de santé mentale et son patient, parce qu'elle devient beaucoup plus horizontale, et on devient des personnes qui assistent les autres à faire leurs choix et à se soigner correctement. On est à leur disposition et on n'est pas à décider pour elles. Ça change la place accordée aux usagers, leur représentation et finalement l'organisation des soins. Donc je l'ai mis en bleu, et il y a encore une autre diapo après là-dessus. Le rôle central des pairs aidants, on ne peut pas faire tout ça sans des personnes qui sont des professionnels rétablis, formés, qui intègrent toutes les équipes. Et ça veut dire aussi qu'on adopte une position humble, qu'on va accepter ses limites et ses échecs. C'est pas parce qu'on fait ça que tout le monde va se rétablir. En fait, on donne une chance que les gens se rétablissent, on donne une chance aux gens de se rétablir plutôt, en créant un contexte favorable, mais se rétablira qui peut. C'est pas magique, mais en faisant ça, plus de gens se rétabliront. Ça vaut le coup. Et on va éviter évidemment les pratiques traumatisantes. Donc ça, c'est un travail qu'on fait pour diminuer l'isolement et la contention au pôle centre rive gauche du Vinatier. En fait, on reçoit un psychologue ou un sociologue reçoit chaque personne qui est passée en chambre d'isolement des différentes unités d'hospitalisation du pôle centre rive gauche. Ça fait plusieurs années. Il recueille ses propos en rouge, il recueille les conséquences en bleu, et il restitue ça aux équipes. Donc ça a été présenté à la CME il n'y a pas longtemps, et on voit qu'au pôle centre rive gauche, l'isolement et la contention baissent. 2021 c'est là, 2022 c'est là, 2023 c'est là. Dans les pôles qui ne font pas ça, c'est stable. En fait, c'est une thérapie aversive pour les soignants qui ne peuvent plus recourir de la même manière à l'isolement et à la contention une fois qu'ils savent ça. Et donc, il y a une attention très particulière portée à ce genre de pratique. Donc ça, on donne les outils, évidemment. C'est le docteur Ribot qui avait lancé ça sur le pôle centre rive gauche il y a quelques années. C'est très porté et je pense que c'est très instructif et très utile pour tout le monde. Donc, on donne les outils, on est prêt à partager tout ce qu'il faut pour que ça avance dans ce sens. Donc le but, c'est vraiment l'accès précoce aux soins pour éviter la chronicité, en favorisant les capacités des personnes, en les montrant, en les mettant en évidence grâce à une évaluation standardisée, et puis en les renforçant grâce aux outils de soins de la réhabilitation psychosociale qui doivent être proposés à tous. Pour que ça fonctionne, il faut que les gens arrêtent de s'auto-stigmatiser. Ça veut dire qu'il faut repérer aussi l'autostigmatisation, c'est-à-dire le fait de se penser incompétent en s'étant défini par la maladie, mais plutôt en se définissant comme personne qui peut faire des projets, qui peut avancer, qui a une chance de se rétablir. Donc vous voyez comme tout ça se tient avec la pérédance. Et donc en liant très étroitement l'offre de soins, enfin la nature des soins proposés, avec la vie des personnes. Pour favoriser le déploiement de la réhabilitation psychosociale en France, avec Nicolas Rintaud et quelques autres, et évidemment l'investissement majeur de toute l'équipe du Centre ressources de réhabilitation psychosociale, nous avons lancé le mouvement Réhab pour tous, qui organise des concertations, des réunions, et dont on espère que sortiront des propositions concrètes. Accès plus facile au centre de réhabilitation psychosociale,
Réhabilitation psychosociale au cœur du secteur de psychiatrie générale, la communication d'aujourd'hui. De l'auto-soin beaucoup plus large, c'est-à-dire que les personnes concernées sachent de quoi il s'agit et puissent faire le maximum toutes seules, sans passer par nous, et améliorer la culture de la population générale par rapport à la réhabilitation psychosociale. On a déjà fédéré 350 personnes, les groupes ont commencé à se réunir, donc si vous voulez nous rejoindre, flashez, et on peut probablement vous rajouter dans ce dispositif. Donc tout ça va avec l'utilisation d'outils de soins qui ont fait la preuve de leur efficacité. C'est pas seulement du bricolage, des choses qu'on monte au cas par cas. On tient quand même à nos programmes parce qu'on sait que dans telles conditions, ils sont efficaces. Donc on vous encourage quand même à respecter les consignes d'utilisation, ce qui a fait l'objet du travail scientifique qui a montré la preuve de l'efficacité. C'est quand même mieux de faire comme ça autant que faire se peut. Et on vous encourage également à participer aux travaux scientifiques. Alors il y a le recueil d'informations sur la population, Réabase, c'est pour savoir les caractéristiques de la population, c'est pour savoir l'impact global de la réhabilitation psychosociale, mais on souhaite qu'au maximum, les centres de réhabilitation, de recours, ça sert aussi à ça, les centres référents, les centres de proximité qu'ils souhaitent, collaborent pour mettre en place des protocoles randomisés contrôlés en recherche clinique pour montrer l'efficacité de telle ou telle technique. C'est très important pour la crédibilité et le financement de nos structures et de notre offre de soins. Alors, intégrer de nouvelles professions, on l'a dit, on ne peut pas faire autrement que de travailler de manière multidisciplinaire en psychiatrie, mais ce qui manque encore beaucoup, ce sont les pairs aidants. Je vous ai dit quelques centaines de pairs aidants en activité, salariés en France. Si on en veut un par unité de soins, c'est pas quelques centaines qu'il faut, c'est quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers. Donc on a besoin de vous pour promouvoir cette nouvelle fonction, pour en parler, pour faire en sorte que le métier, le code métier se définisse et qu'il puisse enfin être rémunéré pour ce métier-là et pas comme agent médico-administratif ou ingénieur hospitalier ou autre chose. Les formations en ligne, on y croit beaucoup. Vous avez eu le MOOC dont je parlais tout à l'heure. Celle-ci, elle existe depuis quelques années. Elle est validante. Donc vous avez 8 modules qui sont validés par des QCM, qui font l'objet de blasons. Donc ça, typiquement, un établissement peut s'en emparer et le mettre au plan de formation. Donc promouvez ça dans les différents établissements dans lesquels vous intervenez, parce que c'est une manière aussi de déployer plus facilement la réhabilitation psychosociale. La vidéo que Benjamin Rolland a montrée tout à l'heure, enfin il a montré une capture d'écran, fait partie de cette formation en ligne. On ne peut pas se passer non plus de case management pour les patients qui ont les plus grosses difficultés, qui sont très désorganisés, très délirants. Ça veut dire avoir une offre de soins suffisante avec du temps consacré à ça, un case load qui est compatible. Donc ça veut dire typiquement redéployer une partie de l'activité des centres médico-psychologiques au bénéfice d'un accompagnement plus serré, d'une représentation des personnes, et non pas seulement des infirmiers référents qui suivent 150 personnes, parce que ça, c'est pas compatible avec la pratique du case management. Mais ceux qui vont faire le case management, ils vont être disponibles tous les jours s'il le faut, ils vont se déplacer, ils vont passer des coups de fil, et ils vont éviter les ruptures de soins. On ne peut pas faire autrement si on veut un modèle qui ne soit pas hospitalo-centré. Donc il faut développer le case management en France. Alors, quelques questions à se poser. Est-ce que la structure dans laquelle je travaille est orientée vers leur établissement? Est-ce qu'elle prend en compte le potentiel de ses usagers? Est-ce qu'elle a mis au cœur de ses dispositifs de quoi évaluer ses usagers du point de vue fonctionnel, avec une restitution qui va permettre que ça fonctionne? Est-ce qu'elle respecte l'autodétermination? Est-ce que les prises en charge sont faites sur mesure pour chaque personne? Est-ce que l'accent est mis sur les forces plutôt que sur les limitations, globalement, de manière systémique? Ou est-ce que c'est plutôt centré institution, avec le respect du parcours défini par les professionnels, le respect des horaires pour ceux qui sont hospitalisés, le respect des rendez-vous, et si la personne ne vient pas, tout s'écroule. C'est encore un petit peu ce qui arrive trop souvent. Donc pour lutter contre ça, on doit vraiment se centrer sur ce que la personne est capable de faire et adapter nos soins à ça. Et ensuite, chaque professionnel que vous êtes peut se poser la question, est-ce que je travaille en faveur du rétablissement? Est-ce que je prends en compte les besoins et les demandes de la personne qui est en face de moi à l'instant? Est-ce que je me suis approprié les outils thérapeutiques qui renforcent leur potentiel? Est-ce que je l'ai mis en évidence ce potentiel? Est-ce que j'ose croire en leur projet? Ou est-ce que j'ai peur? Et la peur, elle conduit à quoi? À la contrainte? Non, là, j'accorde ma confiance et je prends des risques. L'approche orientée rétablissement et l'approche compatible avec la réhabilitation psychosociale, c'est oser prendre des risques. Ça veut dire parfois il y a des dégâts, mais globalement, statistiquement, on a plus de bénéfices à faire ça qu'être dans la prudence maximale. Parce que la prudence maximale, c'est tout le monde dans les rails, tout le monde derrière la porte fermée à clé, etc., etc. Et donc, évidemment, est-ce que je ne juge pas les personnes? Est-ce que je ne les réduis pas à leurs troubles? Est-ce que je suis à leur écoute? Finalement, est-ce que je me suis formé pour faire tout ça? Est-ce que je suis engagé? Si je ne me suis pas formé, allez directement faire l'e-learning.
faites le MOOC, faites toutes les formations qui ont été mentionnées depuis ce matin. Lisez le traité de réhabilitation psychosociale, lisez le livre de Pascal Vianin sur la remédiation cognitive. Regardez les trousses cerveau qui sont un excellent support pour la psychoéducation, etc., etc. Donc globalement, et pour synthétiser mon propos, il faut vraiment transformer radicalement l'organisation et les pratiques du secteur de psychiatrie générale pour pouvoir co-construire chaque projet de soins, mais aussi d'unité avec les personnes concernées. On est forcé de passer par des alternatives à l'hospitalisation, et c'est d'ailleurs ce qui nous permet de redéployer des moyens en local. Il n'y a pas plus beaucoup de moyens à redéployer en national ou en régional, mais en local, on a toujours des réserves de lits qui permettent de créer des structures ambulatoires, des équipes mobiles, des KDO, création de postes de père aidant, etc., etc. Il faut faire monter en compétence les professionnels des CMP. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, créer une ligne d'addictologie de secteur au sein d'un CMP, créer une ligne TND au sein d'un CMP. Donc plutôt que la personne attende 4 ans sur le centre expert un diagnostic de TSA, là, elle l'a dans la semaine qui suit. Tous les CMP devraient être équipés comme ça. Évidemment, pour que ça fonctionne, il faut qu'ils soient suffisamment gros. Ça veut dire les mutualiser. Ça veut dire changer la taille des territoires de santé. Alors on le voit par exemple pour la Corse du Sud, ça veut dire par exemple s'il y avait un seul CMP avec de la télémédecine, tout ça pourrait être fait. Un exemple, et on va en parler en début de semaine prochaine. Améliorer le dépistage des états mentaux à risque, parce que tout retard diagnostique est une perte de chance. Et puis finalement, favoriser les liens avec le social et le médico-social. Par exemple, on a de très bons résultats avec une équipe sanitaire qui est détachée dans des CHRS pour des patients des rues. Grâce à ça, on a des patients qui n'avaient aucune chance, qui avaient passé plusieurs décennies dans la rue, qui s'intègrent dans ces CHRS, qui ont baissé leur conduite addictive et qui finalement vont pouvoir avoir la construction d'un projet efficace derrière. Donc ça, c'est des actions qui sont efficaces. Voilà, merci de votre attention.